Bonjour et bienvenue dans La Belle Histoire. L'histoire que nous avons décidé de vous raconter aujourd'hui est celle de la mort tragique de la fille de Victor Hugo. Léopoldine et son père étaient tout l'un pour l'autre. En janvier 1843, Léopoldine quitte son père pour se marier. En septembre, elle meurt noyée. Pour vous raconter ce drame qui terrassa Victor Hugo, direction Villequier, en bord de Seine. Ce qui s'est passé cet après-midi du 4 septembre 1843 sur la Seine à Villequier va bien au-delà d'un simple fait divers. Un petit bateau à voile qui se renverse, 4 personnes qui se noient et la vie de Victor Hugo bascule dans l'effroi. Le bateau n'est pas lesté du bon côté, impossible de redresser, la barque se retourne, les voiles s'étalent sur l'eau, emprisonnent les corps en dessous. Hugo a trop chéri sa fille préférée, Léopoldine. Il l'a entourée d'un amour excessif et narcissique. Victor Hugo marquera le siècle de son génie littéraire et politique, mais il étouffera aussi les siens. Léopoldine a grandi dans l'admiration de son père. Lui s'est opposé à son mariage. Il répondait à peine à ses lettres. On voit bien qu'il ne lui a pas pardonné de l'avoir quittée. Il l'a couvée toute son enfance. Il va maintenant la pleurer le reste de sa vie. De quoi voulait s'affranchir Léopoldine quand, le matin du 4 septembre 1843, elle accepte de monter dans cette barque mal lestée? Comment Victor Hugo a-t-il appris sa mort? Ils se disent que de toute façon, il faut que Victor Hugo retrouve sa femme et ses enfants à Paris parce que tout seul, s'il apprend cette nouvelle, ça va être une catastrophe. Où était Victor Hugo au moment du drame? S'est-il senti responsable? Et pourquoi n'a-t-il pas assisté à l'enterrement de sa fille? Avec Myriam Bounafa, avec François Reinhardt, Victor Hugo aurait-il pu sauver sa fille Léopoldine? Vous êtes en bord de Seine. À l'heure où blanchit la campagne. Vous aimez La Belle Histoire et Victor Hugo. C'est parti. Léopoldine est donc morte noyée, empêtrée dans les voiles d'une barque qui se renverse, morte noyée avec son mari, un oncle et son enfant de 12 ans. Elle venait de se marier 6 mois auparavant. Les deux époux reposent ici, dans le petit cimetière de Villequier. Léopoldine et Hugo et Charles Vacry. Ce fait divers résonne certainement en vous grâce à l'un des poèmes les plus célèbres de la littérature française. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Là, Victor Hugo s'adresse à Léopoldine ? Oui, tout à fait. C'est un poème qui lui dédie, parce qu'il a très très mal vécu la séparation, qui maintenant est une séparation éternelle, alors qu'il s'attendait à pouvoir voir sa fille régulièrement. C'était sa muse. Il lui envoyait des dessins, il lui écrivait des lettres. Il était extrêmement proche de Léopoldine. Donc là, c'est vraiment le début d'une conversation qu'il va avoir avec elle en permanence. Victor Hugo est un père dévasté qui se raccroche à ses souvenirs. L'époque où la maison de famille était encore pleine de vie. Il se souvient, Léopoldine était sur ses genoux, tout près de lui. Elle ouvrait ses cahiers d'écolière sur ses manuscrits. La relation entre Victor Hugo et Léopoldine était très tendre. C'est intéressant parce que sur le plan historique, c'est la première fois que dans l'histoire de la littérature française, de la littérature en général, c'est la première fois qu'un auteur parle d'un enfant et parle de la relation qu'il entretient avec cet enfant. Et de quelle manière? Si vous prenez l'œuvre de Victor Hugo, vous avez elle entrait dans ma chambre et disait « Bonjour, mon petit père », prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Victor Hugo est marié à Adèle, son amour de jeunesse. Son premier enfant, un garçon, le petit Léopold, meurt à 5 mois. La suivante sera Léopoldine, et puis suivront 3 autres enfants. La famille Hugo vit dans une maison cossue sur la prestigieuse place des Vosges, au cœur de la capitale. Même si l'époque n'est pas à l'enfant roi, Léopoldine est au centre du salon le plus prisé de la place de Paris. Ici, on était dans ce qu'il appelait le salon de réception, puisqu'il avait une vie sociale assez riche. Il recevait beaucoup de personnalités. Il y avait Lamartine, il y avait Théophile Gautier qui habitait tout près. Mais aussi Balzac,
George Sand, De Vigny, Léopoldine, sa sœur et ses 2 frères ont l'habitude de côtoyer les grands intellectuels de l'époque. Poète, politique, philosophe, Hugo en est le maître de cérémonie et le maître de la maisonnée. Est-ce pour ne pas se faire chipper ses manuscrits qu'il écrit debout, hors de portée des enfants? Je vois qu'il y a son bureau là, juste ici, qui est quand même assez incroyable parce que on imagine Hugo à cette hauteur-là, il est peut-être certainement plus grand que moi, mais enfin... Il était plus grand, mais il voilà, il était debout, moyen, il écrivait debout. Il préférait parce que pour des raisons de circulation sanguine, il trouvait que c'était plus agréable. Léopoldine est une petite princesse, la fille adorée de son papa. Didine est exhibée, Didine est adulée. Mais son père est un boulimique de travail, un ambitieux au génie précoce, insomniaque, passionné, toujours débordé, dramaturge, poète, romancier, engagé. En 1829, il écrit Le dernier jour d'un condamné, un roman contre la peine de mort. C'est un monstre sacré, pourquoi ? Parce que, premièrement, en termes littéraires, il a tout fait. Victor Hugo, c'est un grand poète, on le sait tous. C'est l'homme du théâtre qui révolutionne le théâtre. Avec Hernani, il invente un théâtre complètement nouveau. C'est un homme qui a fait des grands romans, Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Donc ça, c'est toute la littérature est couverte. Et puis, par ailleurs, c'est quelqu'un qui va être une grande figure politique du XIXe siècle. Il a soulevé des problèmes de société qu'on essaye de régler aujourd'hui encore, qui ne sont peut-être pas encore tout à fait pris en compte. Alors le premier, évidemment, c'était la peine de mort, parce que c'est le premier à avoir dit qu'il était absolument inhumain de couper la tête à quelqu'un, même quoi qu'il ait fait. Ensuite, il y a eu le droit des enfants, l'interdiction de faire travailler les enfants. L'égalité homme-femme, de faire en sorte qu'une femme avait tout à fait le droit, bien qu'il est dans toute proportion gardée, et avec le 19e siècle aussi, mais en tout cas, ça a été un des premiers à dire que la femme avait son rôle à tenir dans la société. Mais pour ses enfants, Hugo le père est un courant d'air, aimant peut-être, mais jamais vraiment présent. Ce que rien n'effacera, c'est l'amour que ton père a pour toi. Écrit-il à Léopoldine. Un amour fait de manque et d'idolâtrie. Il court après le temps. Donc, il y a des urgences dans son travail. Je pense qu'il est en période de création, il faut qu'il soit dans son domaine de créateur, de poète, d'écrivain. Et la vie quotidienne, c'est un frein, ça lui fait perdre du temps. Donc, il est toujours partagé entre le désir d'être avec ses enfants et en même temps le travail qui vraiment pour lui est quelque chose qui est vital. Léopoldine est vive d'esprit, capable à présent de tenir une conversation avec son père. C'est pour elle un référent, un mentor qu'elle admire si fort, mais qu'elle aimerait voir plus souvent. Son père lui manque, elle en souffre terriblement. Je t'embrasse à t'étouffer, lui griffonne-t-elle sur un morceau de papier qu'elle laisse traîner sur son bureau vide. Marie-Paul Hugo nous raconte son illustre ancêtre. Est-ce que Victor Hugo était quelqu'un qui était difficile à vivre ? Peut-être qu'il était intolérant et exigeant. On peut même imaginer qu'il soit écrasant. Quand on a une personnalité dans la famille, c'est toujours difficile de se démarquer, de s'imposer. Léopoldine grandit, c'est une adolescente intelligente, curieuse, éveillée. Elle parle poésie avec Alfred de Vigny, voyage avec Théophile Gautier, musique avec le compositeur Antoine-François Marmontel. Victor admire et chérit cette jeune fille qui devient belle, tellement à la hauteur, tellement irréprochable, si digne descendante de son talent à lui. Il admire chez elle le miroir qu'elle tend à son propre génie. C'est l'amour inconsidéré d'un père pour une fille, pour sa fille aînée, pour le premier de ses enfants. C'est une personne qui est extrêmement sensible à sa poésie, avec laquelle il peut discuter, qui se montre très attentive à ses pièces, au succès des pièces, aux échecs, aux difficultés qu'il peut rencontrer. Il a un ascendant énorme. Ah, complètement. D'ailleurs, elle lui dit, on ne peut pas vivre loin de toi et toi, tu ne dois pas pouvoir vivre loin de nous. C'est tout à fait, c'est vraiment...
C'est une emprise énorme parce que c'est une emprise à la fois par l'aspect du quotidien, puisqu'il est très attentif au quotidien de sa famille, et en même temps intellectuellement, puisqu'il lui fait partager quand même toute sa création. Elle est la première à lire ses manuscrits, à lire ce qu'il écrit. Donc là aussi, ça cimente finalement cette double. Enfin, après, oui, c'est vraiment quelque chose qui est un peu unique. Le quotidien ennuie Victor Hugo. Il passe sa vie à écrire. Plus il s'enferme dans son travail, et plus il sublime l'amour qu'il donne à ses enfants. Oh ma fille, elle a tant de douceur, sur des ailes de flamme, elle monte si pure. Léopoldine s'imprègne de vers magnifiques, mais elle répond simplement, par écrit, « Je voudrais bien te voir. » Comment s'affranchir de cette emprise ? Comment dire à Hugo qu'elle a besoin d'un père qui lui apprenne à vivre et lui donne des ailes ? Les premiers émois amoureux lui donneront cette force. Léopoldine a 16 ans, elle fait la connaissance du jeune Charles Vacry, fils d'un armateur du Havre, et elle en tombe amoureuse. Mais pendant de longues années, Victor Hugo s'opposera à leur mariage. Ma fille est trop jeune et ce Vacry bien falot. Hugo s'est opposé très fermement à ce mariage. Elle avait rencontré son mari à l'âge de 16 ans et elle a pu se marier, elle a été autorisée à se marier à 19 ans. Donc vous voyez, il y a trois années de combat. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de pères qui n'apprécient pas que leur fille se marie et s'en va. Et voilà, il en souffre beaucoup. Hein. Aussi, à travers ses poèmes, on peut lire. C'est-à-dire qu'il dit qu'elle laisse de la tristesse chez lui et qu'elle est attendue, qu'elle amène du bonheur dans une autre maison. Le 15 février 1843, Léopoldine donne officiellement le bras à Charles Vacry. 6 mois après la noce, la mort les emportera tous les deux. Mais sur l'instant, elle lit la lettre que son père lui laisse juste avant l'église. Elle s'est mariée le 15 février, et ça, c'est la lettre qu'il a envoyée directement à l'hôtel où ils ont passé leur nuit de noces. Ils sont restés 2 jours. Aime celui qui t'aime et sois heureuse en lui. Sois son trésor, à toi qui fus le mien. À mon enfant chéri, d'une famille à l'autre, emporte le bonheur et laisse-nous l'ennui. Ici on te retient, là-bas on te désire. Fille, épouse, ange, enfant, fais ton humble devoir. Donne-nous un regret, donne-lui un espoir. Difficile de faire plus culpabilisant. Léopoldine échappe à son père, Victor Hugo se sent trahi. Pour se défaire d'un tel personnage, il faut le fuir. Elle s'installe donc à Villequier, vivre sa nouvelle vie. Là, Victor Hugo l'a boudé, quoi. Il a refusé de venir la voir. Il répondait à peine à ses lettres. On voit bien qu'il ne lui a pas pardonné de l'avoir quittée. À Villequier, Léopoldine veut s'affranchir de l'emprise de son père, écouter son instinct de femme qui se veut libre. Mais elle est tiraillée. La vie d'épouse provinciale d'un côté, et ce père fusionnel et grandiose qui continue à lui manquer. Elle passera beaucoup de temps à lui écrire. Mais elle s'ennuie très rapidement. Elle écrit des lettres qui font 3-4 pages et qui transpirent l'ennui parce qu'elle n'a rien à faire. Elle est une bourgeoise, donc elle ne doit pas travailler, donc elle fait de la broderie. Et elle s'ennuie, donc elle écrit. Elle écrit 3-4 pages par jour à sa mère. Celle-ci est hyper intéressante. Donc ça, c'est une lettre de Léopoldine à son père, où en fait, elle lui demande de venir ici, à Villequier, venir la voir. Où elle dit avoir loué une petite maison pour sa mère, et elle lui dit « Je t'attends, mon père bien-aimé, avec tout mon monde. N'est-ce pas que tu viendras ? Je t'attends, mon père bien-aimé. » Victor Hugo finira par venir voir sa fille, mais en coup de vent. Nous sommes début juillet 1843, il faut presque une journée de diligence pour venir de Paris. Il ne restera que 24 heures, une journée et une petite nuit seulement consacrée à Léopoldine et à sa belle famille. À l'été 1843, il avait en effet un tout autre projet, partir avec sa maîtresse dans les Pyrénées. Il l'avait promis à Juliette Drouet, sa maîtresse donc, plutôt que sa fille, son choix est fait.
Ce qui est très célèbre dans sa vie amoureuse, alors il avait une femme qui s'appelle Adèle comme sa fille, et dont il a été toujours amoureux, qu'il a toujours respecté, etc. Mais il a toujours fait sa vie avec sa maîtresse, Juliette Drouet. Donc déjà, c'est un petit peu... Voilà. Et puis en même temps, il était très très célèbre pour avoir le goût de la chose, des aventures, etc. Et comme on faisait au XIXe siècle, hein, c'était un patriarche, c'était les petites bonnes, c'était ça. Mais je sais que j'avais lu un jour que dans son journal, dans les années 1870, donc il est né en 1802, ça veut dire qu'il était plus que sexagénaire, et il écrivait aujourd'hui ma forme n'est pas éblouissante seulement 3 fois, hein, d'accord, donc voilà. Il écrivait beaucoup, mais il fallait, voilà, c'était un tempérament. Dans la vie débridée de Victor Hugo, chacun doit s'adapter à l'emploi du temps du génie, sa femme, ses enfants, sa maîtresse. Le 4 septembre 1843, Victor Hugo n'est donc pas à Villequier, mais dans les Pyrénées avec Juliette Drouet. Ce jour-là, il fait grand beau en bord de Seine. Le ciel est superbe, le vent est calme. Il faut aller chez le notaire, 4 km plus bas. On essaie ce nouveau bateau, Charles monte à bord, avec son oncle, Pierre, et le petit Artus. Léopoldine porte robe et chaussures. Elle ne sait pas nager. Quelle force la pousse! Je vais venir avec vous. 1 heure plus tard, il n'y aura aucun survivant. Donc là, on est le lundi matin. À 10h, Charles décide de partir voir son notaire à Caudebec-en-Caux. Ils vont donc tous les 4 à Caudebec. Ils rencontrent le notaire. Ils ont mis beaucoup de temps à aller à Caudebec parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. C'était vraiment le ciel bleu, la journée sans vent. Et en fait, au retour, effectivement, le notaire dit « mais prenez ma voiture, à cheval, hein, bien sûr, vous n'allez pas revenir en barque ». Si, ils insistent. Léopoldine a découvert les joies de la plaisance, elle adore ça. Le temps se gâte du point de vue des vents dans le courant de la journée. On voit qu'ils mettent des lestes mobiles au fond de cette barque qui n'était pas du tout faite pour ça. Et c'est là qu'au débouché de cette colline, il y a un violent coup de vent qui renverse, donc qui tape dans la voile. Le bateau n'est pas lesté du bon côté. Impossible de redresser. La barque se retourne, les voiles s'étalent sur l'eau, emprisonnent les corps en dessous. Charles Vacry sait à cet instant qu'en perdant sa femme, il perd toute sa vie. A-t-il pensé à Hugo dans la panique? Des témoins disent l'avoir vu plonger à 7 reprises pour tenter de sauver Léopoldine. En vain. Sa femme est emprisonnée dans les voiles. Elle est déjà morte noyée. Charles se laisse couler avec Léopoldine. Et très rapidement, puisque les personnes ont vu ça sur la Seine, ils envoient des bateaux. Ils récupèrent 2 corps sur la rive de Scotissy, puisque la barque avait dérivé. Il s'agit du corps de Léopoldine, qui est donc la robe déchirée, qui montre bien tous les efforts que Charles a fait pour la sortir de l'eau. Il y a également le corps de Pierre, qui était le capitaine, donc un homme aguerri de 62 ans logiquement, qui savait naviguer. Et puis, ce n'est que le lendemain qu'il découvre le corps de Charles et du petit garçon Artus. Une charrette funèbre ramène à la maison des Vacry 4 corps inanimés. Mais passé le choc, c'est une autre question qui anime les esprits. Mais qui va prévenir Hugo? Comment lui dire? Comment va-t-il réagir? La famille Hugo n'est pas encore au courant du drame. En vitesse, il y a quelqu'un qui écrit au Havre, puisque à cette époque, le courrier marchait très très bien. Et en pleine nuit, Auguste Vacry demande à Madame Hugo de se préparer en urgence, de préparer également les autres enfants. Et il dit, vous allez tout de suite sur Paris, il faut absolument que vous atteigniez Paris le plus rapidement possible pour accueillir Victor Hugo, que l'on va prévenir également. Ils se disent que de toute façon, il faut que Victor Hugo retrouve sa femme et ses enfants à Paris, parce que tout seul, s'il apprend cette nouvelle, ça va être une catastrophe. Comment annoncer la terrible nouvelle à celui que tout le monde respecte et admire? Les discussions ne tournent pas tant autour de la mort des 4 malheureux, mais bien encore et toujours autour d'Hugo. La mort de Léopoldine va le terrasser, c'est sûr. Comment le ménager? Pour l'instant, il a terminé ses vacances dans les Pyrénées avec sa maîtresse. Il est sur le chemin du retour. Il fait une pause à Rochefort. Il est assis précisément dans ce café. Aujourd'hui, le Garden Ice, près de la place Colbert, et il achète le journal. Et voilà ce qu'il lit.
Je songeais alors à Hugo qui est en voyage et qui va, chose horrible, apprendre la mort de sa fille chérie par hasard en parcourant négligemment un journal après dîner dans quelque auberge. On lui a écrit, mais où? En Espagne où il est allé, en France où il revient peut-être, presque au hasard, sur la route qu'il doit parcourir. C'est épouvantable. On imagine Hugo qui tombe sur l'article et c'est horrible parce que c'est celui-là qui va lire en fait. C'est exactement le moment où un abîme s'ouvre sous tes pieds. Tu tombes dans un abîme. C'est monstrueux. Horrible. Épouvantable, comme dit Alphonse Karr. Victor Hugo, qui a toujours idolâtré sa fille, se retrouve seul face à ses angoisses. Il n'arrive à Paris que le 9 septembre, 6 jours plus tard. Trop tard pour monter à Villequier, il ne verra donc pas sa fille sur son lit de mort, il n'assistera pas à l'enterrement. Et il traînera cette culpabilité jusqu'à la fin de sa vie. Léopoldine, la fille aînée d'Hugo, meurt. Comment ça impacte sa vie littéraire d'homme? Alors, il est totalement ravagé par ça. Il commence à être dans une période où il n'écrit plus, il n'arrive plus à écrire. Et puis, il va réussir à se remettre à écrire et il se remettra à écrire. Donc, on arrive au moment de la Révolution de 1848 où là, il va s'investir dans la vie politique. Ça, moi, je ne suis pas psychanalyste. Alors, il y a beaucoup de spécialistes de Victor Hugo qui lisent ça, qui disent c'est le choc de la mort de sa fille chérie, de sa fille aimée, qui fait qu'il va s'investir en politique et qui va aller de plus en plus vers la gauche, qui va de plus en plus s'intéresser au sort des gens qui sont misérables, des humbles, des pauvres, etc. Est-ce qu'il faut le lier à la mort de Léopoldine? Je ne sais pas. C'est évident que Victor Hugo, au départ, c'était quelqu'un qui était du côté des rois et qui va devenir quelqu'un qui est du côté de la République, donc qui va aller de la droite vers la gauche. Est-ce qu'il faut le lier à ça? Je ne sais pas. Ce qui est évidemment allié avec la mort de Léopoldine, de sa fille, c'est le fait que il va partir à cause de son opposition à Napoléon III, il va partir en exil à Jersey, à Guernesey, et là-bas, il va faire tourner les tables, il va s'adonner au spiritisme. Alors ça, c'est très célèbre pour Victor Hugo, le fait qu'il veut absolument parler à Léopoldine. Lui, c'est pas qu'il était devenu fou parce qu'il voulait parler à sa fille, c'est que l'Europe était devenue complètement spiritiste et que toute l'Europe pensait qu'on pouvait parler aux morts, etc. Même longtemps après sa mort, Victor Hugo voudra chercher sa fille et parler à son âme et à son esprit. Il voulait être sûr qu'elle soit apaisée, qu'elle ne soit pas en colère contre lui. Une façon d'atténuer la douleur pour ce génie littéraire. Et on a une des séances où effectivement, comme il faisait des comptes rendus de séances, on a une des séances où il pose la question « Qui es-tu » Elle répond « Fille ». Est-ce que tu es heureuse? Oui. On pourrait imaginer, et on peut, et en tout cas Hugo a quelquefois douté, mais a eu envie de croire que c'était Léopoldine qui lui répondait. Voilà. Mais il n'y en a eu qu'une seule. Elle n'a répondu qu'une seule fois. Elle n'a répondu qu'une seule fois. 13 ans plus tard, Victor Hugo publiera Les Contemplations, un recueil de poèmes comme le journal le plus intime de sa vie. Poésie du souvenir, de l'amour, du tourment, une poésie en hommage à sa fille Léopoldine, morte trop tôt. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées. Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Demain dès l'aube est un poème récité aujourd'hui dans toutes les écoles de France. Un hommage à Léopoldine que son père n'aurait jamais pu imaginer de son vivant. Léopoldine, son souvenir semble éternel et ce prénom, une marque indélébile dans la famille Hugo. Est-ce que Léopoldine, ça reste un personnage marquant dans votre famille? Oui, sûrement, parce que papa nous a donné des noms de la famille. Et donc, personnellement, dans mes noms, j'ai Léopoldine. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Marie, Pauline, Victorine, Léopoldine. Hugo. Hugo. Léopoldine, voilà. En hommage à Léopoldine. En hommage à Léopoldine. Et j'ai une sœur qui s'appelle Léopoldine. Et j'ai appelé un de mes fils Léopold aussi. Donc c'est un nom, on dit un nom hugolien. Alors Victor Hugo aurait-il pu sauver sa fille Léopoldine en étant moins narcissique et envahissant, en l'encourageant dans sa propre vie sur les chemins qu'elle avait décidé de prendre elle-même, en étant moins égoïste, tout simplement. Mais le 19e siècle y aurait peut-être perdu son génie le plus grandiose et le plus fécond.
Vous l'aurez compris, Victor Hugo ne se remettra jamais vraiment de la mort de sa fille. Pétri de remords et de culpabilité, il ira chercher Léopoldine jusque par-delà la mort. La belle histoire, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour nous retrouver, le Plus, Internet et les réseaux sociaux, moi je vous dis à bientôt.